Les ruines de cités immenses ne suffisent pas à connaître complètement les hommes qui les ont bâties. Dans ces rues aux murs d'argile plane un mystère vieux de 5000 ans. Un fleuve, entre Inde et Pakistan, détient une partie de la clé de l'énigme, l'Indus, serpent mythique aux reflets argentés dont les eaux descendues des confins de l'Himalaya baignent des terres immenses. Des hommes se sont installés sur ces berges balayées par les crues. Ils ont dompté les cours d'eau et transformé les terres arides en jardins. Mais que sait-on vraiment d'eux? Un siècle de fouilles archéologiques n'a pas suffi à lever tous les mystères. Cette civilisation sans visage, après 500 ans d'apogée, a disparu dans les limbes de l'histoire, laissant derrière elle un héritage sacré, l'eau. Un jour, au lever du soleil, après ses ablutions matinales dans les eaux du Sarasvati, Srila Vyasadeva s'assit en méditation. Le grand sage perçut certaines anomalies dans la fibre du millénaire. Il pouvait prévoir que les civilisations égarées disparaîtraient bientôt par manque de vertu. Harappa, 1920. Après une journée de labeur, le professeur Vats contemple le site qui donna son nom à la civilisation de l'Indus. Les rayons du soleil couchant accrochent des murs, des pavements, des colonnes. C'est toute une cité qui s'étend sous ses yeux. Au même moment, à quelques centaines de kilomètres de là, un autre archéologue, le professeur Banerjee, exhume les ruines d'une ville gigantesque, Mohenjo-Daro. En Europe, la communauté scientifique se partage entre étonnement, incrédulité et scepticisme. Les Occidentaux ont toujours minimisé la formidable expansion des civilisations asiatiques. Depuis, sur une région de plus de 1 million de kilomètres carrés, 1000 sites ont été mis au jour. La vallée de l'Indus, née des neiges de l'Himalaya, bordée par le Pakistan à l'ouest et l'Inde à l'est, accueille les 3000 kilomètres d'un fleuve qui fut le père d'une civilisation florissante. L'image du passé est longtemps restée floue. Avec les premières fouilles, les archéologues ont cru découvrir des cités d'enfants. Les truelles semblaient ne devoir trouver que des jouets, des dés, des sifflets ou des billes. Ce peuple paraissait ignorer la mort et la guerre. Les raccourcis de l'histoire en firent d'abord une nation anarchique et bienheureuse, les bons sauvages de l'Indus. Au XIXe siècle, par exemple, c'était assez admis que l'Inde était la mère des civilisations. Mais en fait, les grandes civilisations, ça ne pouvait être que celles du Moyen-Orient, celles d'Égypte. Et Mortimer Wheeler, qui était un des grands archéologues
britannique travaillant en Inde l'avait appelée la Cendrillon des civilisations, parce que c'était la petite dernière. Elle semblait un peu... On a même pensé à un moment que c'était un pâle décalque des civilisations mésopotamiennes, avant de se rendre compte qu'il s'agissait de quelque chose de totalement différent, en fait. Quand on a commencé à fouiller, on a bien vu qu'il n'y avait aucun matériel qui rappelait en quoi que ce soit les civilisations mésopotamiennes. Par contre, on s'est rendu compte très vite qu'on avait affaire à d'énormes villes. Il y a des sites qui font plus de 200 ou 300 hectares, ce qui va par Mohenjo-Daro, c'est probablement la plus grosse ville en superficie de toutes les villes antiques. Mohenjo-Daro, sur les berges de l'Indus, dans la province du Sindh, au sud du Pakistan. « 2000 ans avant notre ère, des peuples venus des confins de l'Iran ont choisi de s'installer ici. De cette terre désormais aride a émergé la plus grande ville de la civilisation de l'Indus, une cité de 40 000 habitants étendue sur plus d'1 kilomètre carré. Ces rues nous révèlent le génie de leurs bâtisseurs. Le plan de la ville est un exemple d'urbanisme antique. De longues artères rectilignes se croisent à angle droit, délimitant des blocs réguliers d'habitation. La rue principale ne mesure pas moins de 9 mètres de large et l'on imagine aisément la foule bariolée animant cette longue avenue. Quelle ne fut pas la surprise des archéologues lorsqu'ils découvrirent que la cité entière possédait un système complexe d'écoulement des eaux. La ville comptait 80 latrines. Dans les zones résidentielles, chaque maison possédait son puits. Toutes comportaient une salle de bain dallée. Les égouts coulaient dans la cité. Un réseau unique pour un ensemble urbain vieux de 4000 ans. Des descentes d'eau usée, des caniveaux, des collecteurs avaient été creusés dans les rues principales. Dans les impasses et les ruelles, les eaux usées se déversaient dans des jarres sans fond. À certains carrefours, les passants croisaient des bacs en briques où ils pouvaient déposer leurs ordures. Mais la plus spectaculaire découverte se trouvait au sommet de la cité. Sur une énorme plateforme de briques crues, dernier refuge face aux inondations dévastatrices de l'Indus, les habitants de Mohenjo-Daro ont construit le Grand Bain. Cette piscine, entourée d'une galerie et de salles de douche, réunissait les habitants pour des ablutions quotidiennes. Les 1000 cités de cette civilisation s'éparpillèrent sur un vaste territoire grand comme 2 fois la France. L'une d'entre elles se trouvait sur l'île de Kadir Bet, une langue de terre que la désertification a aujourd'hui entourée d'une mer de sel. Cette cité, c'est Dholavira, un carrefour au milieu des routes commerciales qui sillonnent une région de marécage, le Kutch. Les bâtisseurs de l'Indus utilisaient habituellement la brique crue pour les murs et la brique cuite pour les fondations de leurs édifices. À Dholavira, les archéologues trouvèrent aussi des murs de pierre monumentaux de 15 mètres de haut. Ces architectures parfaites nous laissent imaginer la maîtrise du geste de l'artisan et ses connaissances. Pour monter ces murailles, les maçons devaient déjà connaître le fil à plomb et le niveau à eau. Les charpentiers utilisaient les bois de cèdre venus des montagnes de l'Himalaya. Ils fabriquaient des colonnes qui s'ajustaient parfaitement aux pierres taillées et finement polies. Là aussi, un système complexe de canalisation traversait la cité. L'eau purifiait les rues et plongeait dans des conduites souterraines qui l'évacuaient hors des murs.
Depuis sa découverte, le site n'a cessé de faire naître des interrogations. Jour après jour, les équipes ont excavé plus de 8 mètres de sédiments. Toute une ville réapparaît sous les pelles des ouvriers. Les regards du monde scientifique convergent vers le chantier de fouilles. Les abords de la cité intéressent plus particulièrement les chercheurs. Pour le professeur Bichit et son équipe, Dolovira permet de jeter un regard neuf sur les connaissances technologiques des habitants de l'Indus. La fouille a révélé que pour construire la ville, ses habitants ont atteint le manteau rocheux. En creusant, les archéologues ont mis au jour d'énigmatiques structures ressemblant à des fosses singulièrement profondes. Le problème a longtemps résisté à leur perspicacité. Regardez ça. Ça descend, ça descend, ça descend. On ne sait même pas jusqu'où ça peut descendre. Vous voyez, je veux dire que nous avons déjà retiré 8 mètres de terre depuis la surface. Et ça descend encore. Mais cette structure était-elle un système de défense ou un lieu d'habitation souterrain? Et comment étaient construits ces murs? L'observation montre que ces parois ont été l'objet de toutes les attentions. Les pierres sont étroitement scellées entre elles. La base du mur repose sur un lit de roches brutes qui constitue également le fond de la fosse. Je me trouve dans un long et profond réservoir entouré de murs de pierre taillés. En fait, c'est le premier exemple d'architecture lithique. Une architecture lithique élaborée par les Arapéens. Cette structure vient de l'est, de ce côté, et de l'ouest, de ce côté. Nous avons déjà trouvé le côté ouest du réservoir, à 85 mètres d'ici. Dolovira a finalement livré une partie de ses secrets. Pour le professeur Bichit, la ville était entourée de 16 réservoirs. Ces travaux prospectifs nous permettent de reconstituer le plan de la cité 5000 ans après sa fondation. Dolovira, la cité de l'eau, était une mégalopole entourée de 250 000 mètres cubes de précieux liquides. L'ensemble urbain s'étendait sur 48 hectares et comptait 20 000 habitants. En son centre trônait la citadelle dans ses fortes murailles. Un autre rempart séparait la ville haute de la ville basse. De nombreux jardins agrémentaient la cité. La ville abritait des entrepôts et des greniers. La richesse de Dolovira se fondait sur le commerce du blé et de l'orge. Très vite, les habitants se tournèrent vers la mer toute proche. Si le plan général de la ville a été reconstitué, les archéologues ont mis du temps à découvrir comment les habitants remplissaient les réservoirs qui la ceinturaient. Dans les marais du Kutch, l'eau potable a toujours été rare. Aujourd'hui, la mer s'est retirée, ne laissant derrière elle qu'un désert salé. Les derniers villages survivent autour de quelques puits remplis d'une eau plus ou moins saumâtre. Pourtant, les habitants de l'Indus survécurent dans cette région hostile. Il y a 5000 ans, sur ces terres tour à tour écrasées de soleil et balayées par des crues destructrices, grâce à sa maîtrise de l'eau, une civilisation est née et s'est développée. Les grands cours d'eau sont fondamentaux dans le développement de la civilisation de l'Indus, comme de toutes ces civilisations agricoles. C'est grâce à eux qu'on peut avoir une agriculture irriguée qui va permettre de nourrir des villes où on va avoir de plus en plus une population différente, qui ne sera plus une population de paysans, qui va devenir une population d'ouvriers, d'artisans. Et autrefois, l'Indus se répandait partout sur une immense plaine plate, et c'est sur cette plaine plate qu'on pouvait cultiver, avec le risque de voir chaque année son champ disparaître. Chaque année, au mois de juillet, la mousson,
enveloppe les campagnes pakistanaises d'un rideau de pluie. C'est alors que l'Indus, gonflé par la fonte des neiges himalayennes, s'évade de son cours. Il s'immisce partout, recouvrant la terre d'un manteau aux plis d'argile, la couleur du limon. Mais la crue n'est pas considérée comme un fléau. Les populations peuvent l'accueillir et la respecter comme un don du ciel. Leurs principales richesses sont à l'abri du bouillonnement. Comment, il y a 5000 ans, les peuples de l'Indus réussirent-ils à dompter les flots dévastateurs? C'est sur le terrain tout autour de Dholavira que les archéologues ont trouvé la réponse à cette question. Dans les ruisseaux à sec, transformés en torrents par les pluies, ils ont détecté les traces de structures en pierre. Ce sont les restes des barrages dressés par les habitants pour détourner les eaux. Voilà la solution. Les habitants de Dholavira déviaient les cours des fleuves pour remplir des réservoirs immenses dont le plus grand mesurait 79 mètres de long et était profond de plus de 7 mètres. Mais l'exploit technique dépasse ce seul fait, car pour permettre à l'eau de s'écouler d'un réservoir à l'autre, les architectes ont dû adapter les courbes du terrain. La ville haute par où pénètre le courant est donc située à 13 mètres au-dessus de la ville basse. C'est ainsi qu'ils retenaient l'eau. Des aqueducs la conduisaient jusqu'au cœur du centre urbain. L'eau permettait également d'arroser les champs la plus grande partie de l'année. Le plan de la cité avait été conçu dans le seul but de recueillir la manne céleste. Dholavira, maîtresse du fleuve, semblait flotter sur des miroirs d'argent. À Dholavira, un silence pesant inonde désormais les ruines. La pierre éclate sous le soleil. L'eau ne coule plus dans les rues de la ville. Pourtant, une atmosphère étrange enveloppe le visiteur, car cette cité vénérait l'eau plus que tout autre. Au sommet de la ville, la citadelle possédait, elle aussi, un ingénieux système de canalisation destiné à recueillir l'eau de pluie. Les gouttières entraînaient ces eaux dans un grand réservoir situé hors de Dholavira. Pendant des décennies, les archéologues se sont posé la question. Quelle différence les habitants faisaient-ils entre l'eau des fleuves et celle tombée du ciel? Pour les habitants de Dholavira, l'eau était l'élément fondamental de la survie. Son mariage avec la terre entraînait l'éclosion du grain. Son alliance avec l'homme permettait de purifier les âmes. Le cœur de la forteresse abritait un lieu sacré.
Au centre d'une esplanade dallée, les habitants avaient aménagé 2 fosses et un puits. Leurs bouches béantes se tournaient vers les cieux, mais en les creusant, c'est aux profondeurs de la terre que pensaient les terrassiers. Les archéologues indiens ont retrouvé le lieu des liturgies. Ils s'organisent autour d'un puits de plus de 4 mètres de diamètre et profond de 20. C'est là que les femmes venaient puiser l'eau. La margelle garde l'empreinte des cordes qui remontaient les outres. Les habitants de Dholavira considéraient l'eau sortie des entrailles du sol comme étant la plus pure. Le liquide sanctifié remplissait 2 petites piscines dans lesquelles les fidèles faisaient leurs ablutions. En descendant ces marches, ils retrouvaient à la fois la vigueur de la terre, mère universelle, et la fraîcheur de l'eau purificatrice. Aujourd'hui, Dholavira n'est plus sur la route des fleuves. Aucun ruisseau n'égaye la cité en ruine. Une autre énigme a longtemps hanté cette région. La civilisation s'est développée le long du fleuve Indus. Alors, comment expliquer qu'une grande partie des cités retrouvées se trouvent dans un désert de sable des plus hostiles? Comment comprendre que des agglomérations soient disséminées le long des vallées désertiques? La réponse, les archéologues l'ont trouvée dans les paroles d'un chant folklorique indien. Dans le désert du Thar coulait le Gagar Akra, un fleuve qui n'est longtemps resté qu'une légende. Un fleuve aujourd'hui disparu, mais dont les chercheurs ont retrouvé la trace. Still water is stagnating. Premièrement, les photos satellites nous ont montré son existence. Deuxièmement, nous nous trouvons dans le lit d'une rivière asséchée. Troisièmement, nous trouvons encore de l'eau dans ce lit. Nous ne trouvons pas d'eau à d'autres endroits, sauf dans le lit de cette rivière. Ce sont 3 évidences. 2500 ans avant notre ère, cette plaine était baignée par un cours d'eau puissant né sur les contreforts de l'Himalaya. Le Gagar Akra n'était donc pas un mythe. En fouillant d'étranges levées de terre, les archéologues ont retrouvé les digues qui servaient à protéger les champs des crues. Ils retrouvèrent les mêmes murs de briques, les mêmes systèmes de canalisation, les mêmes barrages. Aujourd'hui, les géologues ont même retrouvé l'eau. Il y a 4000 ans, un fort tremblement de terre détourna le fleuve qui alla se répandre plus à l'est vers le bassin du Gange. Mais la veine aquifère était toujours là, coulant à quelques mètres de la surface.
Depuis 1990, de nouveaux puits ont été creusés et l'eau sacrée a jailli une fois encore. Plus de 4000 ans après sa disparition, le Gagarakhra a ressurgi des entrailles de la terre. Avec lui, toute une région a ressuscité. Les champs ont réapparu dans le paysage et des villages abandonnés se sont repeuplés. Le temps a passé, mais les hommes ont retrouvé le même processus pour conquérir des terrains et les faire fructifier. L'eau, encore une fois, s'impose comme la mère des civilisations. « 2000 ans avant notre ère, entre l'Indus et le Gagarakhra, les abords des cités se couvrent de champs de blé et d'orge. Des empreintes relevées sur des poteries témoignent de la culture du coton. Les paysans font pousser du sésame et des pois. Ils élèvent des buffles, des zébus, des moutons et des chèvres. Une agriculture variée et prospère qui assure aux villes une indéniable richesse. Bientôt, dans les zones les plus reculées d'un pays immense, des villages se créent. La civilisation est en marche, rien ne pourra l'arrêter. Dans les grandes villes, ceinturées de murailles, les hommes perfectionnent leur art. Chaque cité possède son quartier d'artisans. Les idées, les méthodes, les inventions circulent au rythme des relations commerciales. Sur les marchés, dans les échoppes des orfèvres, apparaissent des balances et des poids. Les ruelles grouillent de ce petit monde laborieux qui invente, jour après jour, une humanité nouvelle. Les tailleurs de pierre imaginent de nouveaux outils comme des forêts en jaspe ou des pierres à polir. Les habitants des cités sont passés maîtres dans le travail de la cornaline dont ils font des parures. Ils fabriquent des armes, des miroirs, des rasoirs et excellent dans le travail du bois. Leur céramique part aux quatre coins de l'Orient. Ils maîtrisent la fonte du cuivre et la fabrication par alliage du bronze. Pour les bijoux des femmes, les artistes sculptent l'ivoire et sertissent d'or des pierres semi-précieuses. Le niveau de leur production est tel que la civilisation semble rentrer dans une ère industrielle. Nous avons une idée assez précise de la puissance du système économique, c'est-à-dire qu'on a dans les grandes villes de l'Indus, en particulier à Mohenjo-Daro ou à Harappa, des artisanats extrêmement puissants qui produisent des produits que seule cette civilisation sait produire, par exemple des types de céramique d'un type quasi industriel, bon, sans compter tout ce qui a disparu. Hein. La civilisation de l'Indus était probablement un énorme producteur de textiles, un énorme producteur de produits alimentaires transformés avec les techniques de l'époque. Tout ça, évidemment, on n'en a aucune trace, tout ça a disparu. Mais en gros, on peut dire que la civilisation de l'Indus, dans la civilisation de l'Indus, certaines productions avaient un statut qu'on qualifierait aujourd'hui d'industriel et étaient exportées dans tout le monde, tout autour, dans le Golfe, jusqu'en Mésopotamie. Dès les premiers voyages commerciaux, les gens de l'Indus se soucient de marquer leurs produits à l'aide de cachets d'argile ou de plaques de cuivre. Mais entre toutes les méthodes, ils préfèrent les seaux en stéatite, un matériau qui durcit à la chaleur. Portés en sautoir par les marchands, ils sont d'une utilisation courante. Le développement des relations commerciales à grande distance amène les marchands de l'Indus à sceller des alliances et à inventer le concept de contrat. Pour les passer, comme en Mésopotamie, les marchands utilisent des cylindres de pierre finement ouvragés.
Plus de 2000 sceaux ont été trouvés. Les faces gravées présentent des silhouettes d'animaux, zébus, buffles, crocodiles ou des motifs plus complexes à la signification mystérieuse. Des inscriptions accompagnent ces images et les archéologues ont pu inventorier plus de 400 signes. Un des problèmes de la civilisation de l'Indus, c'est que ces gens-là écrivaient, ça on le sait, on en a des milliers et des milliers de documents, mais ils écrivaient sur un support vraisemblablement périssable, ce qui fait qu'on n'a pas retrouvé les vrais écrits. Ce qu'on a retrouvé, c'est, comme ce serait chez nous, les plaques de rue, les indications sur des porte-clés, enfin tout ce qui est resté solide, mais le support périssable, lui, a disparu. Donc on ne sait pas, on n'a pas de texte. Donc on a vu arriver sur la scène une civilisation qui écrivait, mais on ne savait pas, on a pensé que c'était simplement une écriture magique, qui était... En fait, c'est une civilisation qui a probablement tout un fonctionnement politique et administratif, comme la civilisation égyptienne, comme la mésopotamienne. Évidemment, tant qu'on n'aura pas réussi à déchiffrer l'écriture, c'est-à-dire à trouver un texte assez long pour y appliquer les techniques classiques de déchiffrement, on ne sait pas à l'heure actuelle même quel type de langue ces gens parlaient. 1999, le site de Delavira est en émoi. Les archéologues ont fait une découverte au pied de l'entrée nord. Sous leur pinceau, ce qui semble être une inscription sort de l'oubli. Après plusieurs minutes de fouilles minutieuses, des symboles apparaissent enfin. Tous les ouvriers ont accouru pour s'associer à cette résurrection. Tout le monde retient son souffle. L'instant est historique car une inscription assez longue pourrait permettre de déchiffrer l'écriture des gens de l'Indus. Les symboles apparaissent les uns après les autres. Chaque caractère mesure plus de 30 cm et est constitué de pierres de quartz incrustées, sans doute dans une plaque de bois que le temps a détruit. La fouille fébrile se poursuit en quête d'un message délivré il y a plus de 4000 ans. Au bout de quelques heures, les archéologues se rendent à l'évidence. Une fois de plus, ils ne découvriront pas plus qu'une poignée de signes. L'écriture de cette région n'a pas encore trouvé sa pierre de Rosette. Que signifient ces signes gravés dans le bois et que nous apprennent-ils sur l'organisation sociale d'une civilisation dont on a longtemps cru qu'elle était dirigée par une seule personne, le prêtre roi? Je pense que ce sont les plus vieux symboles du monde. Des symboles qui nous viennent des Harapéens. Ce que nous pensons trouver désormais, ce sont des morceaux de bois, tout autour d'ici. Car ces lettres devaient être peintes en rouge et fixées sur une planche de bois. Je ne pense pas que cela soit la bonne place pour cette inscription. Je pense qu'elle se trouvait sur la façade de cette majestueuse porte nord. Maintenant, je ne pense pas que le concept de roi-prêtre soit exact, car l'Empire harapéen n'était pas dirigé par une seule personne. C'était un empire économique, c'était un empire culturel, sans chef unique. Il y avait plusieurs règles. Quelques-unes étaient plus influentes que les autres. Une était peut-être la plus influente de toutes, qui sait. Il y avait plusieurs rois dirigeant des royaumes plus ou moins grands. Ces 9 dessins de pierre garderont-ils à tout jamais le mystère de leur signification? L'entrée nord de la citadelle de Delavira portait-elle le nom du souverain qui régnait sur la région? Certains spécialistes émettent cette hypothèse.
En se basant sur l'emplacement des roues présentes sur l'inscription, d'autres considèrent qu'elle constitue le premier exemple de panneau de régulation du trafic routier à l'entrée d'une ville. Les archéologues peuvent rêver. Peut-être quelque part les attend le gisement miraculeux, la fouille qui leur permettra de percer le mystère d'une civilisation dont la mentalité nous échappe. Comptaient-elles des poètes, des écrivains? Que racontaient les légendes? Quelle vision du monde nous révéleraient-elles? Sans ces textes, nous ne comprendrons jamais qui était vraiment cette civilisation dont le regard va rapidement se diriger vers des terres lointaines. Il y a 4000 ans, les habitants de l'Indus se mettent en quête des ressources minérales qu'ils ne possèdent pas. Ils importent du cuivre, de l'étain, de l'argent ou des lapis-lazuli. Leur caravane emprunte les pistes de l'ouest vers le Balouchistan et l'Iran actuel. Ils fondent des colonies à plus de 1500 km de leur berceau originel, aux frontières de l'Afghanistan. Bientôt leur regard se porte au-delà des marécages du Kutch et du delta de l'Indus. Il y a là-bas des terres qui les attirent et où ils pourront fonder des ports. Une stratégie d'échange et de commerce s'échafaude patiemment. Jusque-là, les habitants de la vallée de l'Indus n'avaient été que des bateliers. Leur embarcation remontait le cours des fleuves, acheminant personnes et marchandises sur des centaines de kilomètres. Les Pakistanais ont préservé ce moyen de transport. Ils utilisent encore des bateaux à fond plat, à faible tirant d'eau, des embarcations dont le mode de fabrication n'a pas vraiment changé depuis 4000 ans. L'Indus est une rivière importante pour nous. C'est la rue de notre vie. En été, pendant 6 mois, nous pouvons travailler. Durant la saison sèche, nous ne pouvons plus travailler. Le niveau de l'eau baisse et la coque du navire touche le fond. Prudemment, les premiers marins suivent les rivages de la mer d'Oman en direction de l'ouest. L'intérêt de ce type de transport s'impose rapidement. Les bateaux se déplacent plus vite et surtout transportent plus de marchandises que les longues et vulnérables expéditions terrestres. Mais vers où voguaient les vaisseaux marchands de la civilisation de l'Indus? Le commerce maritime de la civilisation de l'Indus est une question qu'on a abordée depuis une vingtaine d'années, en gros. On savait que les fleuves avaient été utilisés pour le commerce entre les villes de l'Indus. La question du commerce maritime est beaucoup plus délicate. On connaît du matériel de l'Indus qui vient dans la péninsule d'Oman, c'est-à-dire les Émirats arabes unis et l'actuel sultanat d'Oman. On en connaît à Bahreïn et on en connaît en Mésopotamie. Beaucoup plus que ça, on a des textes mésopotamiens, un texte de Sargon d'Akkad vers 2300 qui nous dit que sont venus s'amarrer au quai de sa capitale les bateaux de Dilmun, qui est la zone entre le Koweït et le Qatar, dont l'île de Bahreïn est à l'époque le centre, des bateaux de Magan, qui est la péninsule d'Oman, et des bateaux de Melouha, qui est le pays de l'Indus. Et probablement qu'en fait, c'était un commerce multiple qui faisait intervenir des gens de toutes ces zones-là. Il semble bien qu'en fait, les gens qui soient les premiers lancés à l'eau, ce n'étaient pas les gens de l'Indus, qui sont des terriens,
En plus, il faut bien imaginer que toute cette zone de l'actuel delta de l'Indus est une zone d'immenses marais, de zone difficile, vraiment difficile de passage, et en plus des côtes maritimes aussi très difficiles à naviguer. Mais au bout d'un moment, évidemment, tout le monde s'est mis à naviguer. Et à ce moment-là, le milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ est un grand moment de commerce international, commerce dans lequel passent des objets précieux, comme par exemple les grandes perles en cornaline que fabriquent les gens de l'Indus et qui sont seuls à fabriquer et à savoir fabriquer, mais aussi le commerce, c'est toujours des étoffes, y compris des étoffes précieuses que les gens de Mésopotamie, les gens de l'Indus fabriquent et probablement échangent. Et puis c'est tout un tas de choses qui viennent de très loin. Il vient des peignes en ivoire d'éléphant, il vient plein de choses qui peuvent venir, y compris du fin fond des forêts de la vallée du Gange. Une fabuleuse odyssée commence. Les premiers marins partent dans l'inconnu et découvrent le monde. Partis d'Arapa, Mohenjo-Daro ou de la Vira, les bateaux atteignent la péninsule d'Oman, puis en croisant le détroit d'Ormuz, pénètrent dans le golfe Persique jusqu'au rivage de la lointaine Mésopotamie, à plus de 3500 km de la vallée de l'Indus. Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Située à l'entrée du golfe Persique, la ville garde l'aspect d'un port de commerce actif. Les bateaux de pêche côtoient les cargos et les pétroliers. C'est ici, dans ces marchés bruyants et colorés, que débarquaient les négociants venus de l'Indus. On imagine mal comment s'établir les premiers contacts entre des peuples de cultures et de langues totalement différentes. Comment communiquer ces gens quand ils rentraient en contact? Eh bien, on a un texte sumérien, c'est-à-dire la fin du 3e millénaire en Mésopotamie, qui parle d'un traducteur de Melucha, c'est-à-dire quelqu'un qui sait la langue de l'Indus et la langue sumérienne. Et c'est dommage qu'il ne nous ait pas laissé un dictionnaire, d'ailleurs, celui-là. En fait, il faut bien imaginer que tout ce monde préhistorique, où les gens échangent sans arrêt, est un monde multilingue. C'est notre monde à nous qui devient un monde où les gens parlent une langue plus l'anglais maintenant. Ce monde-là est un monde où souvent les langues ne couvraient que quelques milliers de personnes. Et le groupe d'à côté parlait une autre langue. Et donc, de proche en proche, tous ces gens-là devaient pouvoir se comprendre. Oumalnar. C'est dans le désert d'Arabie que cette autre civilisation a étendu son influence. C'est aussi là qu'elle a accueilli les commerçants de l'Indus. Les tombes royales ont gardé les preuves de cette rencontre. Les archéologues y ont découvert des parures de cornaline et des céramiques typiques de la vallée de l'Indus. Cette fosse ou cette tombe date de entre 2300 et 2000 avant Jésus-Christ. Le matériel, surtout de la poterie, est à l'étude, mais avec celui que nous avons déjà identifié, je peux vous dire qu'un certain pourcentage des poteries qui se trouvent dans cette fosse a été importé d'ailleurs, et notamment de l'Indus et du Balouchistan. Plus loin encore, à l'intérieur du golfe Persique, sur la petite île de Bahreïn, les archéologues cherchent sans relâche les preuves du mariage culturel entre les habitants de l'Indus et de Mésopotamie. La zone de prospection laisse rêveur. Sur une superficie de 695 km², les chercheurs ont recensé 1000 tombes. C'est dans cet ensemble funéraire que le docteur Khaled Al-Sindi cherche la clé du plus grand des mystères. Le texte qui permettrait de traduire les inscriptions laissées par la civilisation de l'Indus. Un rêve fou qui aurait le même impact que la traduction par Champollion des hiéroglyphes égyptiens.
J'espère vraiment qu'un jour nous trouverons la tombe, celle avec des inscriptions de la vallée de l'Indus et de Mésopotamie. Nous résoudrons le problème dans une tombe de Bahreïn. Je l'espère vraiment. Et n'oubliez pas qu'ici, à Bahreïn, nous avons 1000 tumulus. Et ici se rencontraient deux peuples marchands, deux cultures, celle de Mésopotamie et celle de l'Indus. Les deux venaient ici et s'asseyaient ensemble sur ces monticules. Nous croyons vraiment qu'un jour nous trouverons cela. Le cours de l'histoire nous a habitués à ces destinées immuables. Les plus grandes civilisations sont condamnées à disparaître. La civilisation de l'Indus n'échappe pas à la règle. À partir de 1800 ans avant notre ère, les tablettes de Mésopotamie n'en font plus mention. Peu à peu, les rues des villes se vident de leurs habitants. Les quartiers d'artisans ne résonnent plus du bruit des outils. Les constructions et les systèmes d'irrigation sont laissés à l'abandon. Les grandes cités sont ravagées par le temps et les intempéries. Comment expliquer cette subite décadence ? Pendant des décennies, les hypothèses se sont multipliées. Certains scientifiques pensèrent que l'Empire avait succombé sous les coups d'envahisseurs venus d'Asie centrale. Pour d'autres, inondations ou tremblements de terre auraient anéanti la région. Quel cataclysme aurait pu priver de leur rôle des cités magnifiques? Et où sont partis les habitants? Sont-ils morts? Ont-ils été déportés? La disparition du fleuve, le Kagar Accra, a-t-elle influencé les mutations irréversibles du mode de vie? Aucun texte ne vient nous éclairer et nos connaissances du fonctionnement de l'administration sont trop réduites pour réussir à décrire les causes exactes de son déclin. Peut-on d'ailleurs réellement parler de déclin et que connaissons-nous du monde qui a succédé à la civilisation de l'Indus? Comment disparaît la civilisation de l'Indus? Bon, la première réponse, c'est probablement qu'elle ne disparaît pas, au moins comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'à partir d'une date qu'on peut fixer, ça dépend des auteurs, mais disons aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ, on assiste à ce qu'on appelle une régionalisation, c'est-à-dire que cette énorme unité culturelle disparaît au profit d'entités régionales qui continuent assez longtemps. Les grandes villes ont été abandonnées, ça c'est sûr, ce qui arrive en fait très fréquemment. Alors si les grandes villes sont abandonnées, c'est en gros parce que la manière dont la société fonctionne ne peut plus les supporter économiquement. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont partis. Ça veut dire qu'ils se sont mis à vivre autrement et que cet autrement est moins visible pour l'archéologie. Ça, c'est un des vrais problèmes, c'est que les archéologues ne savent pas tout voir. L'Empire s'est littéralement fragmenté. Désormais, les terres agricoles qui entourent Harappa, Mohenjo-Daro ou Dholavira forment des États indépendants. De nouvelles céréales apparaissent et les paysans élèvent des chevaux, des chameaux et des ânes. Peu à peu, ceux qui ne formaient qu'un seul et même peuple adoptent des cultures différentes. Pourtant, certains peuples ont préservé une partie de l'héritage. Al-Adaj, un temple au cœur de l'Inde. Au pied de ces marches taillées dans le roc au XVIe siècle, on retrouve un large puits, passerelle entre deux mondes, les entrailles de la terre et de la voûte céleste. C'est ici que des milliers de fidèles viennent se pencher sur la surface lisse d'une eau considérée comme la plus pure. La civilisation de l'Indus, chimère des archéologues, a été un brillant exemple de l'épopée humaine.
Aujourd'hui, les bords du Gange retentissent à leur tour des cris des fidèles, héritiers d'une longue tradition. Voilà donc l'héritage, transmis à l'Inde médiévale et moderne, parvenant jusqu'à nous comme s'il n'avait pas changé. Ces gestes, ces litanies semblent avoir traversé les âges. En regardant les rituels des fidèles indiens, vénérant dans les eaux du Gange l'âme d'un dieu bienfaiteur, c'est le visage du peuple de l'Indus que l'on retrouve. Un peuple qui, pour bâtir son empire, était devenu le maître des fleuves.